Bonjour à tous, il est 13 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 13 septembre. À la une, le président Alassane Ouattara à Accra pour les obsèques de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Et la veille, la rentrée du gouvernement avec comme information majeure 14 milliards de francs CFA pour les kits scolaires et le démarrage de la campagne électorale pour les élections locales le 28 septembre prochain. La synthèse du Conseil des ministres dans ce 13 h. Et puis dans cette édition également, l'ouverture du séminaire régional sur les programmes d'information des radios et TV de la CEDEAO à Grand-Bassam ce matin. Séminaire organisé par la RTI pour améliorer la qualité du traitement de l'actualité régionale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara est depuis ce matin au Ghana avec son épouse pour les obsèques de Kofi Annan. Le couple présidentiel a quitté Abidjan ce jeudi pour Accra donc pour rendre un ultime hommage à Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Un enterrement privé est prévu dans la capitale Accra et après, le chef de l'État va regagner Abidjan dans l'après-midi. C'était la rentrée du gouvernement après 3 semaines de vacances et cela 3 jours après la rentrée des classes. La synthèse du Conseil avec Viviane Aimé. L'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi 12 septembre, sous la présidence du chef de l'État, comportait l'examen et l'adoption de 11 projets de décret, de 5 communications et la validation de 51 propositions de nomination à divers postes administratifs. Le Conseil a ainsi adopté 6 décrets dans le cadre de l'organisation de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux fixés au samedi 13 octobre 2018 et a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale ainsi que sa durée. En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, la durée de la campagne électorale pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux est fixée à 14 jours. La campagne électorale sera ouverte le vendredi 28 septembre 2018 à 0h00 et close le jeudi 11 octobre 2018 à 24 h. À l'issue du processus d'enrôlement et du contentieux subséquent, le nombre d'électeurs s'établit à 6 498 215 repartis dans 10 464 lieux de vote et 20 219 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Le Conseil a par ailleurs donné son accord au contrat de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et la société privée Envol Partenariat Côte d'Ivoire pour la construction et l'équipement de l'Université de San Pedro, d'une capacité d'accueil de 3 000 étudiants et dotée d'une résidence pouvant héberger 1 000 étudiants. D'un montant de 95 milliards 47 442 francs CFA. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités durera 24 mois et l'université ouvrira ses portes en octobre 2020. Au chapitre des nominations, 51 propositions de nomination ont été approuvées par le Conseil des ministres. Il s'agit de nominations à divers postes des départements ministériels et au sein de différents conseils d'administration de sociétés à participation publique. Le Conseil a aussi fait le point de l'année scolaire 2018-2019 qui commence. Concernant les ressources humaines, 5 000 nouveaux instituteurs viennent s'ajouter aux 78 544 existants. Dans le secondaire, ce sont 2 737 professeurs et 1 000 éducateurs qui viennent renforcer le dispositif existant. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gratuité, 14 milliards de francs CFA sont mobilisés cette année
pour la distribution des kits et manuels scolaires dans toutes les écoles publiques. Le Conseil a par ailleurs été informé de la visite officielle qu'effectuera le président de la République du 16 au 17 septembre prochain au Qatar à l'invitation de l'émir de cet État. Et au niveau des médias, le ministre de la Communication était à l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. Sidi Touré est allé voir les conditions de travail des agents. Frédéric Oulaï et Eman Guivé pour plus de détails. Le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, au siège de l'AIP, occasion pour les responsables de l'agence ivoirienne de presse d'égrener un chapelet de doléances, notamment la construction du siège définitif de l'AIP et la libération du siège régional de Bouaké. Pour le ministre Sidi Touré, l'AIP est un instrument important de l'État pour la démocratie en Côte d'Ivoire. L'agence ivoirienne de presse est un instrument d'information très pertinent dans l'écosystème de l'information aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Malgré les nombreuses difficultés, cette agence de presse a su exister, a su faire sa niche et même continuer à glaner des lauriers. D'un point de vue très opérationnel, AIP a déjà commencé le travail de la mutation en passant du traitement ordinaire de l'information des dépêches à l'intégration du multimédia. Nous allons aller dans ce sens qui va fortement faire évoluer les postes et les positions dans cette institution, mais aussi adresser différemment la question de l'information à travers la prise en charge, la déconstruction de ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre paysage de l'information mondiale, c'est-à-dire les fake news. Sidi Touré a rassuré les responsables de l'agence ivoirienne de presse de les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Un film retraçant l'acte de naissance de l'organe a été présenté au ministre. L'agence ivoirienne de presse compte à ce jour plus de 123 agents. Et également, dans l'actualité aussi, ce jeudi, environ 30 participants issus des radios et télévisions publiques de l'espace CEDEAO se retrouvent en ce moment même à Grand Bassam pour réfléchir sur comment concevoir des offres éditoriales régionales répondant aux exigences actuelles et futures. Parmi les stratégies, la mise en place d'un réseau de correspondants et d'une plateforme d'assistance mutuelle. C'est la radio-diffusion-télévision ivoirienne qui a initié le séminaire régional. À 20h, le reportage complet de Walter Amadou Ouattara. Mais avant, le directeur général de la RTI situe ici les enjeux de ce rendez-vous dans ce reportage d'Alexis Ouedraogo. L'information des pays africains reste à ce jour en grande partie traitée par des chaînes étrangères qui installent des bureaux régionaux à travers le continent. Nous avons constaté que la part d'informations sous-régionales est très faible par rapport à la part des informations relatives à ce qui se passe en dehors du continent. D'un point de vue qualitatif, nous remarquons que les sujets font référence souvent aux catastrophes naturelles, aux actes de terrorisme ou aux échéances électorales fortes comme les élections présidentielles dans les différents pays. Nous pensons qu'en plus de cela, il y a une très riche vie culturelle, sociétale, économique. Il y a de très nombreux projets de développement dans ces pays et les Ivoiriens, comme les populations des autres pays, ont le droit et devraient pouvoir savoir ce qui se passe dans ces pays. Un constat qui pose une problématique, celle de la capacité des télévisions de service public africains à offrir par elles-mêmes l'information répondant aux attentes des populations. Nous disons qu'il faut diversifier l'autre. Nous sommes dans une dynamique de mieux satisfaire les populations parce que nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui est déjà fait. Face à l'enjeu, la RTI organise du 13 au 16 septembre un séminaire régional sur les programmes d'information des télévisions publiques dans l'espace CEDEAO. Nous avons plusieurs choses que nous attendons. La première chose, c'est d'abord d'enrichir nos contenus avec de l'information de la sous-région, donc quotidienne, dans nos télévisions et nos radios. C'est vraiment le premier enjeu. Le second enjeu pour nous, c'est de pouvoir contribuer vraiment, et c'est très important, au processus d'intégration régionale. En effet, nous avons la chance en Côte d'Ivoire, par exemple, grâce au formidable travail réalisé par le gouvernement, de pouvoir nous rendre dans tous les pays, tous les jours. Donc il y a une très grande facilité d'avoir des mouvements de personnes. Et notre rôle à nous, c'est de donner envie, c'est de motiver et d'inciter les populations à se rendre dans ces autres pays pour rendre réelle cette CEDEAO des peuples. La rencontre ouverte au monde anglophone devrait permettre à son terme de concevoir des offres éditoriales régionales enrichies.
Et voilà, vous venez là d'entendre le directeur général de la RTI. Le séminaire régional sur les programmes d'information des radios et TV de la CEDEAO à Grand-Bassam a ouvert ses portes donc ce jeudi. Séminaire organisé par la RTI pour améliorer la qualité du traitement de l'actualité régionale. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, la Côte d'Ivoire et le Japon ont décidé d'offrir aux acteurs du secteur agricole un outil pour mieux développer des chaînes de valeur alimentaire. Les opérateurs des deux pays ont harmonisé leur stratégie mardi dernier à Abidjan. On fait le point avec Lanciné Bakayoko. Les espèces telles que le baobab, le néré, le tamarinier, le karité font partie des produits forestiers non ligneux. Les chaînes de valeur de ces produits forestiers à haute qualité nutritive se révèlent aujourd'hui très importantes au Sahel et en Afrique de l'Ouest, notamment en matière de sécurité alimentaire. Bien que les produits forestiers non ligneux soient disponibles et s'avèrent être des sources importantes de protéines, de fibres et de vitamines et riches en oligo-éléments, ils sont peu valorisés dans nos différents systèmes d'alimentation. Une tendance qu'il va falloir impérativement inverser, d'autant qu'aujourd'hui, ces produits forestiers se présentent comme des filières de plus en plus intéressantes, surtout au regard de leur potentiel en termes de revenus financiers et de création d'emplois avec des maillons de collecte et de transformation occupés à 80% par les femmes. Le choix de ce thème participe d'une volonté manifeste de valoriser ces produits naturels issus de nos terroirs et d'impulser une dynamique régionale à leur production, leur transformation et leur commercialisation. Malgré son importance sur le chemin de la croissance économique, cette volonté de valoriser davantage les produits forestiers non ligneux ne devrait en aucune manière remettre en cause les équilibres écologiques. Voudrais-je attirer l'attention de toutes et de tous sur la nécessité de veiller à la préservation de nos écosystèmes, principale source des produits forestiers non ligneux. Cela passe nécessairement par la mise en place de politiques vigoureuses de conservation de la nature. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel a été créé le 12 septembre 1973. De nos jours, il regroupe 13 États membres, dont 8 États côtiers, parmi lesquels la Côte d'Ivoire. Voilà, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel renforcent la dynamique régionale dans le cadre de la sécurité alimentaire. Un élément signé Lanciné Bakayoko. Nationale sur le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Les 10 et 11 décembre prochains, les chefs d'État et de gouvernement prendront part à ce rendez-vous à Marrakech au Maroc. De son côté, la Côte d'Ivoire prépare activement la rencontre et c'est en ce moment même à Yamoussoukro. Reportage Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, de par son dynamisme économique, a toujours attiré des migrants des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les dernières statistiques en la matière datent de 2013 et indiquent que les migrants représentent 24% de la population. En 2015, cette fois-ci, ce sont des jeunes Ivoiriens qui sont gagnés par le goût de l'aventure. Ils seront cette année-là 3772 à arriver par bateau en Italie. En 2016, ils sont 12 396. Un flux migratoire qui ne s'est pas encore arrêté. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays frappé par la migration de ses forces vives. Le phénomène est devenu planétaire. Le 11 juillet 2018, l'ONU approuve un texte final sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Un texte qui sera soumis pour adoption aux chefs d'État et de gouvernement les 10 et 11 décembre à Marrakech au Maroc. C'est à Yamoussoukro que la Côte d'Ivoire, à travers des ministères techniques et la société civile, prépare le déplacement au Maroc. Il était important qu'ici en Côte d'Ivoire, qu'il y ait l'organisation d'un mini-atelier pour prendre les points de vue des différents ministères sur le contenu du pacte et voir ce que la Côte d'Ivoire peut y gagner et si on peut travailler sur un plan d'action qui va mettre en valeur certains éléments du pacte mondial sur les migrations. L'Organisation internationale pour les migrations se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire. C'est très important qu'un pays comme la Côte d'Ivoire ait ce genre d'initiative parce que la migration, ce n'est pas un agenda qui appartient à un continent, il appartient à tous les continents. Et le continent africain doit vraiment là, prendre son rôle au sein de la communauté internationale, dire ses priorités, identifier une politique nationale de migration et s'en tenir.
Le Pacte mondial pour les migrations se présente en 23 objectifs. Tous vont dans le sens d'une migration profitable à tous. Et puis le gouvernement ivoirien annonce 750 milliards de francs CFA pour relever le niveau du système de santé ivoirien. L'information a été donnée aux acteurs du secteur, aux partenaires techniques et financiers par le ministre de la Santé. Eugène Akaolé a présenté sa vision pour redonner vie au système de santé, nous dit Ami Sissoko. Renforcer le système de santé ivoirien, c'est le cheval de bataille annoncé par Eugène Akaolé. Après 60 jours d'exercice, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente sa stratégie aux directeurs régionaux, départementaux, coordonnateurs de programmes de santé, ONG et partenaires. Une stratégie qui consistera entre autres à renforcer les capacités des agents de santé, les plateaux techniques et à décentraliser les soins de santé. 1000 établissements de premier contact sont en construction ainsi que des CHR à travers le pays dans le cadre du plan national de développement sanitaire. Je rêve d'une gestion sanitaire de proximité et de soins de santé humanisés. Le ministère de la Santé a le devoir de permettre à la population, où qu'elle se trouve, de bénéficier de son premier droit, le droit à la santé. C'est un impératif. Nous devons nous conformer aux règles de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion du système de santé. Pour le ministre, l'amélioration de la prise en charge des services d'urgence et de gynéco-obstétrique passe aussi par plus de proximité avec les populations. Proximité qui permettra une bonne mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Seul le résultat compte désormais pour le ministre Eugène Akaolé. Acteurs du système sanitaire et partenaires disent adhérer à sa vision. Lorsqu'on a dans le poste et qu'on a en charge de faire une intervention et vous n'êtes pas sur place, ça demande encore un petit peu de gouvernance. Il faut des sanctions pour ce genre de comportement. Votre mandat s'inscrit dans une vision de résultat et nous, partenaires, on est tout à fait en ligne avec ce que vous venez de décliner. En 2017, le gouvernement a annoncé un plan national de développement sanitaire de 750 milliards de francs CFA qui seront injectés dans le renforcement du système de santé ivoirien ces 2 prochaines années. Il y a 4 jours, les élèves ont repris le chemin de l'école. En ce moment, les acteurs de l'école s'activent pour une rentrée scolaire réussie. Les différents marchés ont été visités par des élèves, des parents d'élèves. L'élément est commenté par Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. Adjamé Marché, l'un des plus grands centres commerciaux en Côte d'Ivoire. Si d'ordinaire, un peu plus de 2 millions de personnes le fréquentent au quotidien, l'on en dénombre un peu plus à l'entame de chaque année académique. Raison évoquée, les prix abordables des fournitures scolaires et tout autre article proposé. Aujourd'hui, les parents d'élèves sont venus payer, en tout cas notre habit à marché. Habit à marché très bien, vraiment, je suis très contente. Je m'en vais à la maison, demain on revient à 5h pour venir terminer le reste. J'ai déjà acheté les 2 sacs de mes enfants, plus une robe. Ici, venez ajouter une robe dessus. On achète, on marchande, on discute et on se dispute aussi quand les prix ne font pas l'unanimité entre clients et vendeurs. On vend le bleu blanc. D'habitude, là, on vend complet à 3500. Mais cette année-là, ce n'est pas le cas. On vend un complet à 3000, 3500. Donc, même ça, là, les gens disent que vraiment c'est cher. Les trucs sont chers, vraiment chers. Donc, nous avons vraiment du mal, mais nous aimons nos enfants, nous allons faire un effort. Ramatoulaye, âgé de 10 ans et élève en classe de CM1, est accompagné par sa mère et son frère. En plus de la tenue scolaire et des fournitures, elle veut aussi des chaussures pour l'école. Ma maman et mon petit frère, nous sommes venus au marché pour acheter des chaussures pour nous. Je suis contente. Un peu plus loin, Okra, lui, s'est spécialisé dans la personnalisation des gadgets scolaires. Une activité qu'il exerce depuis quelques années. Nous proposons aux parents d'élèves pour la rentrée scolaire des articles personnalisés. Parce qu'avec ces gadgets scolaires qui portent leur image et les images de leurs personnages des dessins animés préférés, ça les motive plus à aller à l'école les matins. En plus des personnages de dessins animés que les enfants aiment, sur ces articles-là, nous inscrivons
le nom de l'enfant ainsi que les contacts des parents. Les parents d'élèves saluent l'initiative. Je suis venue pour vraiment passer une commande par rapport au sac personnalisé. Souvent, en cas de perte comme ça, on peut prendre le sac et puis comme il y a la photo de l'enfant, puis la photo de le numéro de la mère, on ait pu contacter la mère pour venir retrouver le sac. C'est vraiment très important. Je suis là aujourd'hui pour récupérer le sac de ma fille. Vu que la rentrée a commencé, je vais prendre le sac pour qu'elle puisse recommencer aussi avec ses amis. La rentrée, elle, est là, avec son lot d'inquiétudes pour les parents qui n'ont d'autre choix que de s'activer pour permettre à leurs enfants de rejoindre les salles de classe au plus vite. Voilà, c'est donc la rentrée scolaire. La police nationale a dressé le bilan de l'opération Vacances sécurisées. Elle a duré 42 jours. Le niveau sécuritaire jugé satisfaisant. Avec 4 bandits abattus à Yopougon et à Bobo, 408 personnes déférées. Bref, la police nationale appelle la population à plus de collaboration pour mieux sécuriser leur cadre de vie. Wodjon Télé Soro et Herman Guivé. L'opération Vacances sécurisées 3 a débuté le 31 juillet. Cette opération sécuritaire en Côte d'Ivoire s'est arrêtée le jour de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. Pour la police nationale, cette opération a garanti une rentrée des classes dans des conditions paisibles. Le bilan chiffré de l'opération Vacances sécurisées numéro 3. Nous avons déployé 36 537 agents sur la période. Donc plusieurs résultats ont été obtenus. Fumoirs visités et détruits, 295. Personnes interpellées, 8132. En 2017, 2698 kg de boulettes de cannabis avaient été saisies au cours de la même opération et 218 personnes déférées. Pour un meilleur contrôle de la situation sécuritaire et le renforcement du sentiment de sécurité dans les différentes villes du pays, la police nationale associe les populations à l'accomplissement de ces opérations. Le niveau de sécurité à Abidjan et à l'intérieur du pays est très satisfaisant. Le secteur de zone 4 et autres, vous y allez aujourd'hui jusqu'à des heures tardives, vous allez trouver la population au dehors. Personne ne s'inquiète. Nous demandons également à la population son concours pour nous fournir les informations nécessaires dans la traque des bandits. L'opération Épervier 3 est remise en marche. Elle s'inscrit également dans le cadre de la sécurisation des populations. Concernant la prévision sécuritaire pour les vacances 2019, l'évolution de la situation qui précède cette période déterminera le plan d'action qui sera adopté. Le volet développement et cohésion sociale nous conduit directement dans la région du Cavali où Anne Mouleto, fille de la région, invite les populations à l'union. Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo pour plus de détails. Anne-Désirée Ouloto est allée à la rencontre des populations de Guiglo, Blolé-Quintou, Le Pleu et Taï pour parler de paix, cohésion sociale et développement de la région. Saisissons cette opportunité. C'est notre histoire. Pour qu'on réussisse ensemble, on doit gagner ensemble. Et je veux compter sur mes papas, sur mes mamans, sur mes soeurs, sur les jeunes, sur vous tous. Un message salué par les chefs traditionnels. Les chefs de communauté et guides religieux s'engagent à œuvrer pour le rassemblement des fils et filles du Cavali. Pour réussir cette mission, la secrétaire générale adjointe du RDR a offert des moyens de mobilité aux chefs de canton Nidro et Ouelao. Elle a aussi mis à disposition des femmes de la région un fonds pour leur autonomisation. Et de son côté, le ministre Issa Coulibaly unit 23 coopératives féminines. Les différentes coopératives et associations féminines du département de Dikodougou parlent désormais d'une seule voix pour mieux lutter contre la pauvreté. Le reportage de Soro Corona dans nos prochaines éditions. Un mot de tourisme avec une fondation qui s'engage à promouvoir la destination Côte d'Ivoire à travers des livres. C'est l'objectif de cet accord de coopération signé entre un éditeur et de guide touristique et Côte d'Ivoire Tourisme. Les deux parties ont formalisé cette mission pour promouvoir donc la carte postale ivoirienne. Didier Nguessan et Issa Yeo Tchona. Des carnets culturels et guides touristiques font la promotion du tourisme ivoirien depuis une dizaine d'années. Ce travail de l'ombre sera désormais connu à travers un cadre formel de coopération entre Côte d'Ivoire Tourisme et l'éditeur de ces ouvrages, la fondation Atef Omaïs.
Des adresses incontournables d'hôtels aux sites touristiques en passant par la découverte culturelle, la Fondation DERES, un portrait enchanteresse de la destination ivoire. Nous avons des carnets culturels qui concernent la femme, qui concernent les droits coutumiers en Côte d'Ivoire, qui concernent les capitales économiques ivoiriennes, qui concernent tous les guides, les hôtels, les restaurants, toute la culture. Des partenaires privés qui accompagnent l'État ivoirien. Le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme n'en est pas peu fier dans le cadre de sa mission. Nous avons une belle destination touristique, mais nous n'avons pas encore su l'exploiter. Et nous donnons l'occasion aux uns aux autres, aux professionnels, pour découvrir, ne serait-ce que par la lecture, par l'image, ce que nous représentons dans le monde. La Côte d'Ivoire compte une centaine de sites touristiques, pour la plupart méconnus des Ivoiriens. En 2016, le tourisme a généré 906 milliards de francs CFA de recettes et créé 101 000 emplois. Au Bénin, les déchets organiques servent à faire du gaz. Par semaine, ce sont des tonnes de déchets qui sont recyclés pour le grand bonheur d'une centaine de ménages. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Ce centre, dans le village de Ouegbo au Bénin, transforme environ 6 tonnes de déchets organiques par semaine en 200 mètres cubes de biogaz. Une activité qui permet d'éviter la consommation de charbon de bois. Depuis quelques mois, une centaine de ménages ont d'ailleurs passé un contrat avec l'entreprise en charge du projet et viennent directement livrer leurs ordures au centre. Chaque ramasseur est rémunéré au poids, 250 francs CFA pour 10 kilos de déchets. Vous avez des épluchures, tout ce qui est des restes de manioc, vous avez des couronnes d'ananas, et là, vous avez un peu le mauvais exemple aussi de tout ce plastique, de toute cette terre, des boîtes de conserve qui sont mélangées. En prospection pour l'installation d'un centre pilote au Ghana et au Togo voisin, c'est finalement ici, dans ce village, particulièrement enthousiaste au projet, que l'homme d'affaires a posé ses valises il y a moins d'1 an. Aujourd'hui, on demande aux ménages, aux familles, aux institutionnels de nous apporter leurs déchets, surtout du déchet organique, ce qu'on appelle le déchet solide ménager, et ils se voient rémunérés. On produit du biogaz, on produit du compost, on produit de l'effluent. Tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie solaire, on a une distribution d'eau potable, on a de la pisciculture. Donc c'est une vraie économie en fait qui sert la société et qui en fait prend soin de son environnement. Le gaz est conditionné dans d'immenses poches blanches en plastique et portables à dos. Les déchets ne sont plus de casse-tête, ne sont plus de problèmes, mais les déchets, c'est une opportunité. Comme j'aime bien le dire, les ordures, c'est de l'ordure. De l'ordure en ce sens que quand vous lui apportez une valeur ajoutée, alors là, ça devient réellement de l'or, de l'opportunité. D'autant que le taux d'évacuation des ordures pour tout le Bénin est en moyenne de 17%. Les autres faits marquants de l'actualité dans le monde. On commence par la République démocratique du Congo, où l'opposition prévient le pouvoir d'un chaos en cas de parodie électorale. Olivier Iriebi et Herman Guivet. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Adolphe Mouzito et Vital Kamerhe, des ténors de l'opposition de la République démocratique du Congo réunis hier à Bruxelles, en Belgique. Une rencontre qui se situe dans un contexte politique congolais difficile, car le processus censé mener aux élections du 23 décembre prochain n'est pas du goût de l'opposition. Pour l'opposition, la tenue des élections du 23 décembre est soumise à 9 conditions, dont le rejet de la machine à voter, extraction du fichier électoral des 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale, la mise en œuvre des mesures de décrispation par le retour des exilés, la restauration de l'audit de la commission électorale et le déploiement de la force régionale de la SADC pour sécuriser les élections. Faute de quoi, pour l'opposition, le gouvernement sera tenu responsable de toute dérive. En Birmanie, pour la première fois depuis le début des violences de l'armée birmane contre la minorité musulmane des Rohingyas, des équipes de l'ONU ont pu se rendre sur place ce mercredi dans le nord de l'État de l'Arakan. Un accès autorisé dans le cadre d'un accord signé en juin dernier entre les Nations Unies et le gouvernement birman. Cette première mission de l'ONU dans le nord de l'État de l'Arakan va durer 2 semaines et concerne pour l'instant une trentaine de villages. Les équipes auront à effectuer un travail d'évaluation dans cette région où cohabitent notamment bouddhistes et musulmans. L'objectif de l'ONU est de préparer un éventuel rapatriement pour les plus de 700 000 Rohingyas qui ont trouvé refuge au Bangladesh.
Aux États-Unis, un homme armé a tué 5 personnes en Californie avant de retourner son arme contre lui-même. Les faits se sont déroulés à Bakersfield, ville située à environ 150 km au nord de Los Angeles, la capitale de la Californie. Parmi les victimes de l'homme armé, sa propre épouse. Il s'agit selon la police locale d'un possible drame de violence domestique. La police ajoute que 2 autres personnes ont fait les frais du tireur enragé à un autre endroit de Bakersfield. Finalement, après une courte cavale, le tueur s'est fait repérer par les hommes en tenue et a retourné son arme contre lui. Cette énième tuerie de masse relancera à coup sûr le sempiternel débat sur le port d'armes aux États-Unis, mettant comme d'habitude face à face les pros et anti-armes à feu. Rappelons pour terminer que le président Alassane Ouattara est depuis ce matin au Ghana avec son épouse pour les obsèques de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Un enterrement privé est prévu à Accra et après, le chef de l'État Alassane Ouattara va regagner Abidjan cet après-midi. Retrouvez ce 13h sur notre chaîne YouTube et sur notre site www.rti.ci. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc à 20h.